Alors donc là, on va parler un petit peu de CSS. Il n'y a pas eu beaucoup de CSS pour l'instant, donc on va y remédier. Alors l'idée de ce talk, c'est de vous présenter un peu ce qui s'est passé au cours des dernières années dans le monde CSS. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire de la veille techno tout le temps, chaque semaine, voir les nouveautés, ceux-là, ils pourront rattraper un peu leur retard pendant cette présentation. Ok, alors, juste quelques mots à mon sujet. Donc j'ai créé un outil qui s'appelle Initializer il y a quelques années, que vous connaissez peut-être, et un tutoriel sur GitHub JS Stack from scratch qui permet de créer sa stack Babel, React, Redux, tout ça, pas à pas, très facile à suivre. J'ai créé un bouquin sur HTML5 il y a aussi quelques années. J'étais ingénieur front-end chez Yelp et je suis maintenant freelance. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter ou aller sur verekia.com, c'est mon nom en simplifié. Alors, on va commencer par un petit résumé des épisodes précédents. Alors, on va remonter presque 10 ans en arrière. Et donc, on démarre avant 2010. Donc, à cette époque-là, on écrivait du CSS pur. Donc, ce qu'on écrit dans son éditeur, c'est ce qui se retrouve dans le navigateur du client. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de conventions. On avait en général un fichier global et éventuellement un fichier par page spécifique pour éviter une requête HTTP. Enfin pour optimiser un peu le cache, mais ça allait pas vraiment plus loin que ça. Et c'est seulement à partir de 2011 qu'il y a eu l'arrivée des préprocesseurs. Donc là, énorme changement de paradigme. On peut maintenant travailler dans plusieurs petits fichiers, on peut déclarer des variables, des mixins, utiliser des fonctions, tout un tas de choses. Et ça a changé la vie de beaucoup de monde. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout avec les préprocesseurs, c'est qu'il y a eu l'apparition d'une étape de build qu'il n'y avait pas avant. Et ça change pas mal de choses. Alors ensuite, à partir de 2012, il y a eu donc un autre changement de paradigme lié à la sémantique CSS, qui a entre autres été initié par un article très connu de Nicolas Gallagher sur la sémantique front-end, où, pour résumer, l'idée c'est qu'on ne va plus utiliser des noms de classes qui décrivent le contenu HTML, mais plutôt la représentation visuelle de l'élément. C'est-à-dire que plutôt, par exemple, d'avoir un fil d'actualité qu'on appellerait newsfeed, et ben on généraliserait ça en une abstraction plus graphique, plus visuelle, et on appellerait ça un block list, par exemple, une liste de blocs. Et du coup, ça permet de réutiliser ce genre de classe sur un fil de commentaires, par exemple. Voilà. Il y a eu également la démocratisation des classes utilitaires, donc par exemple float-right ou inline block, ce genre de choses, et l'apparition des conventions de nommage. Alors les conventions de nommage, on va voir un peu ça par la suite, mais en général, ça apporte une structure au nom des classes pour imposer une rigueur un peu à l'équipe de dev. Et à partir de 2015, l'apparition de PostCSS, des modules CSS et du CSS in JS. Et donc en 2017, si vous devez démarrer un projet, vous devez faire un choix parmi des tonnes de méthodes, d'outils. Et enfin, en général, c'est un enfer, quoi. On ne sait pas trop sur quel pied danser et quoi utiliser. Donc là, le but, c'est un peu de vous résumer, de classer tout ce bazar en trois grandes familles. Alors, pour moi, le plus gros problème du CSS, et il y en a beaucoup, si vous en voulez d'autres, il y en a d'autres, le plus gros problème, c'est que c'est imprédictible. Le fait que les règles, les valeurs soient mutables et que les classes, enfin que les styles soient pas encapsulés, ça rend les choses imprédictibles. On va voir un petit exemple très simple. Donc admettons qu'on ait un fichier global, un global.css, dans lequel on déclare un pretty link qui est gras et bleu. Et dans un autre fichier, on déclare pour notre sidebar, qui est plutôt sur un thème vert, que tous les pretty links de la sidebar sont verts. Ok. Et un jour, on a une promo, et dans cette promo, on veut que tous les liens soient rouges. Très bien. Et donc 6 mois plus tard, il y a un autre développeur, quelqu'un qui arrive et qui regarde un fichier HTML, et il voit dans le code classe égale pretty link sur un lien. Et bien là, c'est impossible de dire
si le lien sera effectivement bleu. Parce qu'il va peut-être réussir à trouver dans Global CSS le pretty link déclaré bleu, mais vu qu'on dépend toujours du contexte dans lequel est inclus l'élément HTML, eh ben on ne peut pas savoir s'il a des parents qui vont l'influencer, et c'est un peu un enfer, quoi. On dépend toujours du contexte. C'est un peu comme si on déclarait une constante num égale 5, mais parfois c'est 6 ou 7 selon là où on la déclare, quoi. Donc voilà, c'est pas terrible. Alors donc les trois grandes familles, j'ai mentionné CSS in JS tout à l'heure. Moi ce que j'aime bien là-dedans c'est la première partie, c'est le CSS in, qui sous-entend qu'on peut faire du CSS dans un autre langage que CSS. Donc j'aime bien découper les choses comme ça. Je voyais le CSS in CSS, le CSS in HTML et le CSS in JS. Alors, on va commencer par le premier, qui est, je dirais, la méthode un peu classique. Et donc, en général, on a un préprocesseur. Alors, on va dire deux mots sur les préprocesseurs. CSS, de base, c'est un langage déclaratif, d'accord? C'est pas un langage de programmation. C'est un peu comme XML, quoi, ou JSON. Et donc, on s'est dit, et si on transformait ça en un vrai langage? Alors, on ajoute des variables, des boucles, tout un tas de bazar, et notre CSS devient une sorte de pseudo-CSS. D'accord? C'est la naissance des préprocesseurs, dont le plus connu et le plus utilisé est SAS. Et actuellement, en 2017, je dirais que le seul compétiteur qu'il a, c'est PostCSS. Alors, ensuite vient la méthodologie et les conventions de nommage. Parce que le fait qu'on n'ait pas d'encapsulation technique fait qu'on peut avoir des erreurs humaines, manuelles. Donc, l'idée, c'est de compenser un peu ces erreurs manuelles par une convention de nommage. Donc, les plus connus, c'est BEM, Suit et SMAX. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Suit, donc on va voir un petit exemple comme ça. Donc, la syntaxe, c'est donc la structure, c'est du Pascal case pour le nom du composant et pour le nom des éventuels enfants, séparés par des tirets pour les enfants, et les modificateurs avec double tiret. Donc, un exemple un peu plus concret, ce serait ça. On aurait un formulaire prettyform-password pour cibler directement un champ du formulaire, et on peut dire par exemple qu'il est désactivé. Alors, il y a des linters en post-CSS comme StyleLint ou Immutable CSS qui permettent d'aider avec cette rigueur et donc de nous avertir si jamais on écrase une règle qu'on n'aurait pas dû écraser, des choses comme ça. Alors, si je devais résumer un petit peu ma stack idéale dans cette méthode CSS in CSS, je dirais que déjà, ça, son préprocesseur principal, c'est quand même très fiable. Donc, avec libsas, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'implémentation en C de SAS qui est en Ruby. Et c'est beaucoup plus performant, c'est fait par l'équipe de SAS. Et donc, il y a le package Node SAS qui permet d'utiliser ça directement dans votre projet JS. Donc, une petite convention de nommage comme Suit, les classes utilitaires de Suit, en général, ça vient avec. J'ajouterai également PostCSS pour ce qui est auto-préfixage. Un peu de linting pour réduire au maximum les erreurs possibles, même si c'est toujours possible d'en faire. Et éventuellement un petit coup de Purify CSS à la fin pour identifier en fait les règles qui sont inutilisées dans votre code. Donc c'est quelque chose qui va analyser votre HTML et JS et qui va vous dire là tu n'utilises pas ce style, tu peux le supprimer. Alors, ensuite, la deuxième grande famille. Celle-là, elle est un peu atypique et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent pas, donc ça va être amusant. Elle est assez moche et parce qu'en fait, elle se base à 100% sur les classes utilitaires. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, floatWrite, bah, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser que des classes utilitaires. Et on n'a même plus besoin d'écrire de CSS en fait. Donc ça donne des choses comme ça. On aurait éventuellement donc ce bouton qui serait floatWrite avec un background color primaire et margin bottom de 20 px. Voilà, c'est l'idée. Alors c'est similaire au style inline.
dans le sens où ça règle le problème de l'encapsulation, parce que là, ces classes qui sont appliquées sur le composant, elles ne débordent pas ailleurs en fait. Elles restent appliquées sur ce composant, éventuellement ses enfants, mais on est quand même assez ciblé. Par contre, par rapport au style inline, c'est beaucoup plus concis. Ça permet de supporter les variables, comme primary par exemple ici, les media query, les pseudo-classes comme over, etc. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas une librairie de composants comme Bootstrap, c'est vraiment une règle égale une classe. Alors, un intérêt de ces librairies, c'est que le poids du CSS, au final, il est constant. Puisqu'on n'écrit plus jamais de CSS, on lâche notre lib, on inclut notre lib, et puis c'est fini, quoi. On écrit uniquement de l'HTML. Alors ça alourdit un peu l'HTML, ça reste raisonnable, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a besoin d'aucun fichier CSS supplémentaire, comme je viens de vous le dire. Voilà. Et surtout, ça permet de développer des pages très très rapidement. Donc on est dans notre éditeur, on ne change même pas de fichier, on déroule le code dans l'HTML et on rafraîchit de temps en temps voir ce qui se passe, mais ça permet vraiment d'être très productif. Alors il y a deux librairies qui sont assez connues, Tachyon et BassCSS. Tachyon, il est assez modulaire, vous pouvez télécharger les packages, seulement les packages qui vous intéressent, comme par exemple les packages de spacing. Par contre, moi je le trouve un petit peu désagréable à lire, c'est assez cryptique. Enfin bon, on s'y habitue, je suppose. Et BassCSS, lui, il est vraiment très minimaliste, il fait seulement 2 kg, je pense, GZP. Et lui, il vous donne vraiment le minimum requis pour faire le boulot. Et voilà. Et donc de l'autre côté, on a un peu le grand patron du CSS in HTML qui est Atomic CSS. Alors c'est une librairie qui est faite par Yahoo et qui est extrêmement exhaustive. C'est-à-dire que pour absolument toutes les règles CSS, ils ont créé les classes équivalentes. Donc ça fait un paquet de classes. Et pour remédier au fait que le CSS ferait 50 mégas, il y a un script qui s'appelle Atomizer qui va en fait analyser vos fichiers CSS HTML et JS et uniquement inclure les règles que vous utilisez vraiment. Donc ça permet de réduire beaucoup la taille du bundle. En termes de syntaxe, ça ressemble plutôt à ça. Donc vous avez une chose intéressante qui est l'usage des caractères spéciaux dans les noms des classes. Donc par exemple les parenthèses, les dièses et les deux points. Il faut savoir qu'en fait on peut utiliser ces caractères dans les noms de classe à partir du moment où on les échappe dans leur déclaration CSS. Et on voit qu'en fait on peut faire pas mal de choses. On a donc les variables, on a même les couleurs en hexa qui sont directement écrites dans le code. On a les media query tout à droite avec le "-small pour les petits écrans. Et ils ont été très loin, ils ont supporté le right to left, donc les pages dont l'écriture va de droite à gauche. Ce qui fait que pour déclarer les marges, ils n'utilisent pas margin left et right, mais margin start et end. Ça va très loin. Donc en fait, quand on est Yahoo et qu'on a beaucoup de sites avec beaucoup de CSS, on veut vraiment quelque chose d'exhaustif. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Vous pouvez suivre Thierry Koblenz, qui est un peu l'advocate d'Atomic CSS. Et pour le fun, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en production. Voilà, si vous inspectez la source, ça fait assez peur. Mais bon, au final, c'est pas très grave, hein. On est bien d'accord que l'important, c'est que ça fonctionne bien pour vos utilisateurs, que ce soit facile à maintenir. Alors je ne sais pas comment ils font leur sauce après côté expérience de développeur, mais je pense qu'ils ont quand même quelque chose d'assez agréable. Hein? Non. J'ai déjà développé un site entièrement en CSS in HTML avec ma propre lib, qui était un peu une version simplifiée d'Atomic CSS, et c'était très agréable à maintenir. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de faire ça bien. Bon, on va parler un peu de CSS in JS, qui est selon moi de loin la famille la plus prometteuse. Alors, pour moi, il y a un souci avec les préprocesseurs. En fait,
pourquoi est-ce qu'on a inventé les préprocesseurs? Donc on a inventé un langage de programmation à part entière, comme SAS, alors qu'il y a déjà plein d'autres langages qui pourraient faire le même boulot. En fait, la seule chose que ça fait un préprocesseur, c'est générer une string d'HTML, de CSS, pardon. Donc que cette string soit générée par Python, Ruby, PHP ou je sais pas quoi, c'est la même chose au final. D'accord? On va juste donner cette string au navigateur et c'est fini. Donc, alors quel langage utiliser? Bah, JavaScript, ça a quand même l'avantage de tourner côté client, donc il y a sûrement quelques trucs intéressants qu'on peut faire avec ça. Et c'est connu par la plupart des développeurs CSS qui sont développeurs front-end en général. Donc c'est bien sûr un langage de choix. Et donc JavaScript a toutes les fonctionnalités et beaucoup plus que SAS. Et en plus de ça, il bénéficie de tout l'écosystème JS. C'est-à-dire qu'il y a tous les packages NPM, donc par exemple des packages qui permettent de manipuler les couleurs. Et il y a tout ce qui est test unitaire, linting, etc. Enfin, vous connaissez bien le monde JavaScript qui est très riche. Alors, on va voir quelques options quand on veut faire du CSS in JS. La première, évidemment, qui est celle qui a démarré un peu toute cette mouvance, c'est les styles inline en React. Ça ressemble à ça. Donc, vous déclarez vos styles dans un objet JS. Et dans votre code JSX, vous incluez style égal. Et là, vous mettez l'objet en question. Et React va se débrouiller pour créer les styles inline qui vont bien. Alors c'est très cool, ça marche bien, sauf que un des défauts majeurs, c'est que ça ne supporte pas toutes les fonctionnalités du CSS. Donc vous ne pouvez pas faire de pseudo-classes comme over, les media query, les animations ou font face, des choses comme ça. Par contre, vous êtes obligé d'utiliser ce genre de choses, donc les styles inline, si vous faites du React Native. Donc c'est intéressant à connaître aussi. Et donc il y a le fameux Speaker Deck de Christopher Chedeau qui est maintenant une référence pour tous ceux qui font du CSS in JS, si vous voulez aller voir un petit peu l'approche qu'il a eue pour créer cette méthode. Alors, donc, il y a deux très grandes librairies en CSS in JS, qui sont JSS et Aphrodite. Alors, l'approche de ces librairies, c'est encore une fois de déclarer les styles dans un objet JS. Ensuite, on va essayer d'extraire, enfin pas essayer, on va extraire les classes générées par JSS et les injecter directement dans notre code HTML. Donc ça va générer ce genre de choses. Donc en fait, JSS va créer un ID unique, enfin un identifiant unique, on va dire plutôt, et aussi injecter dans votre CSS de la page le style en question. Donc du coup, le binding est automatique, c'est encapsulé bien proprement. Et voilà. Donc ça, c'est une des approches. Ça marche très bien. Il y en a une autre qui est d'ailleurs apparue un petit peu avant. Enfin, c'était un des pionniers dans ce milieu-là, c'est les CSS modules. Alors je dis que c'est presque du CSS in JS parce qu'au final, dans ce cadre-là, on écrit quand même du CSS. Donc vous avez par exemple un fichier style.css dans lequel on déclarerait myButton qui serait color blue, donc du vrai CSS. Et du côté composant, donc en JS par exemple, vous pourriez importer ce style et l'injecter directement dans votre div. Alors côté client, ça se fait avec Webpack en général. Côté serveur, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer par un plugin PostCSS qui va générer un JSON de mapping. Il faut que votre serveur fasse le mapping lui-même. Mais ça marche aussi. Alors là, on arrive dans les choses un peu plus tendance, qui est toujours presque du CSS IJS, parce qu'encore une fois, on va écrire du CSS. C'est les styled components, qui ne marchent qu'avec React par contre. Alors, en style component, ça ressemble à ça. On déclare les styles d'un bouton à partir d'un styled button, qui est donc une API offerte par Style Component. Et en fait, la technique, je ne sais pas si vous voyez bien les back quotes en haut et en bas, c'est d'utiliser les template strings de ES6 pour injecter des variables comme les couleurs. Et la grande élégance de Style Component, c'est d'utiliser ce qui s'appelle les tags
de template string. Donc c'est une sorte de préfixe que vous mettez avant la string qui va appliquer un traitement à la string. Donc ici, les composants sont créés avec juste ce tag style button. Et donc dans votre JSX, vous incluez simplement le bouton en question. Après, il y a des gens qui se sont dit, c'est très chouette, mais moi j'aime bien écrire mes styles en JS parce que ça apporte plus de rigueur, parce qu'il y a le linting et compagnie. Et donc, ça a donné naissance à Glamorous. Alors, c'est quelqu'un de PayPal qui fait ça. Ça utilise presque la même API que Style Component. En tout cas, c'est fortement inspiré par Style Component. Sauf qu'on utilise en fait un objet JS à la place. Donc ça permet de retirer le parseur CSS de Style Component. Ça rend le poids du bundle plus léger. Et je trouve personnellement que c'est plus élégant. Après, chacun a son avis. Et oui, il y a aussi Styletron, qui est un peu la même approche, qui n'est pas spécifique à React pour lui. Sauf que la différence de Styletron, c'est qu'en fait, il va utiliser l'approche d'Atomic CSS. Vous vous rappelez le truc CSS en HTML? C'est-à-dire qu'il va créer des classes pour chaque règle, et il va injecter ces règles dans la classe HTML. Donc c'est une approche aussi très intéressante. Bon, il y en a vraiment beaucoup des librairies, c'est impossible de toutes les voir là en 30 minutes. Et puis en plus, je n'en connais pas non plus des tonnes. Mais celles-là, celles que je vous ai montrées, c'est les plus connues. Donc, vous pouvez regarder sur ce lien, il y a une comparaison très exhaustive de ce que chaque librairie fait. C'est vraiment une bonne ressource. Alors, un point important en CSS IGS, c'est le rendering côté serveur. Parce que si vous avez une page, une SPA pour un back-office d'admin dans votre coin qui fait un spinner au chargement, c'est pas un problème. Mais si vous avez une application qui est aux yeux du public, eh ben, en général, on veut qu'elle soit bien référencée, on veut qu'elle s'affiche vite. Donc c'est pour ça que le rendering côté serveur, c'est vital. Alors, côté client, en général, ça marche direct. Mais côté serveur, si vous avez un backend en Node.js, en général, ça va. C'est quand même un peu compliqué à mettre en place, mais ça passe. Mais si vous avez un autre langage, que ce soit PHP, Python ou autre, ça devient un peu plus compliqué. En général, il faut ajuster un peu votre workflow pour qu'au build, vous fassiez les associations des classes, des choses comme ça. C'est un peu plus complexe à mettre en place. C'est pas garanti d'ailleurs que ce soit possible selon votre langage et votre plateforme, mais voilà, c'est à savoir quand même. Alors, un point qui est très important avec le rendering côté serveur, c'est le critical CSS. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, qui sait? Ok. Le critical CSS, quand une page s'affiche, c'est le CSS minimal nécessaire pour afficher cette page. Donc, si vous avez une home page, c'est tous les composants de la home page doivent bien s'afficher. Et on n'a pas besoin en fait de tout le reste du CSS du site. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place avec un CSS, du CSS classique, c'est même presque impossible. Et l'un des avantages des méthodes CSS in JS, c'est qu'on a en fait le critical CSS par défaut. Donc en fait, par exemple avec JSS va comprendre l'arbre de composants React qui est utilisé dans la page et va savoir de quel style il a besoin pour l'affichage initial côté serveur. Et il va injecter uniquement ces styles dans la page. Donc ça permet d'afficher la page très rapidement et de faire une page très légère. Alors, pas mal de gens se posent la question et Bootstrap dans tout ça, comment on s'en sert? Alors, Bootstrap et Foundation peuvent s'utiliser avec les trois méthodologies avec plus ou moins de confort. C'est-à-dire que si vous avez une approche préprocesseur avec Sass, ça permettra de pouvoir modifier vos variables Bootstrap, par exemple, ce qui est quand même assez essentiel. Si vous n'avez pas accès à ces variables, vous serez plus dans une approche où vous allez écraser les styles Bootstrap, ce qui est pas idéal. Par contre, si vous utilisez React, il y a pas mal de librairies qui implémentent les composants Bootstrap en React, et donc ça résout aussi ce problème, comme React Bootstrap ou React Strap. Voilà, alors comment choisir votre méthodologie? C'est mon dernier slide.
Tout simplement, ça dépend toujours du contexte. Hein. Si vous avez par exemple des développeurs qui ne sont pas particulièrement à l'aise en JS, il vaut mieux pas se lancer dans du CSS in JS. Et donc là, une stratégie plutôt SaaS avec PostCSS éventuellement, ça semble plus raisonnable. Si vous avez un petit projet à faire rapide dans un coin, un petit projet pour vous amuser, essayez CSS en HTML, c'est fun, ça va vite, c'est très intéressant, je vous le conseille. Et si vous êtes au sein d'une équipe particulièrement à l'aise en JS, et particulièrement avec React, honnêtement, il ne faut pas passer à côté de CSS in JS. À mon avis, c'est vraiment la grosse révolution côté CSS depuis des années. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de best practice établie. Ça reste un peu un territoire vierge. Actuellement, il y a des tendances. Style Component, c'est quand même un peu le leader, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a eu beaucoup de pubs. Enfin, il a été très viral. Peut-être que d'autres solutions sont meilleures pour vos usages. Enfin, on n'est jamais vraiment très sûr de quel lib utiliser en CSS in JS. Faites-vous votre propre avis. Moi, j'aime bien Glamorous et JSS. Voilà, après, c'est chacun son truc. Merci à vous. Merci Jonathan. On peut prendre quelques questions. Ouais. On a 2 minutes. Ouais. Merci pour ta présentation, c'était très, très clair. Petite question plutôt sur les performances. On voit que là, il y a différentes techniques avec des fois, on va dire en BEM, on aura une classe ou deux, d'autres en sémantique, on aura beaucoup de classes. Est-ce qu'il y a des impacts sur la performance pour le traitement du CSS dans la page, en termes de benchmark de rendu, je veux dire? Est-ce que tu sais dans le sens, quelle méthode est la plus performante? Oui, on va dire ça, ouais. Est-ce qu'il y a une limite, par exemple, est-ce que si je mets 100 classes en sémantique, est-ce que j'arrive pas à la limite du browser, quoi? Si on est sur une approche, je dirais classique avec BEM ou avec une convention de nommage, on est quand même assez minimum, dans le sens où il n'y a pas trop de cochonneries, quoi. On est vraiment un composant à quelques classes, etc. C'est assez propre. Si on est du côté CSS en HTML, là on a des risques d'atteindre des limites de capacité du browser. Entre autres, c'est IE9, je crois qu'à 4000, je sais combien, 96 sélecteurs max. Je dirais que le plus important en termes de performance, c'est avant tout la taille du bundle CSS. Et en considérant ça, le critical CSS en CSS in.js, c'est essentiel, c'est le plus rapide qu'il va y avoir. Parce qu'on n'a pas tout un tas de fioritures autour qui est embarqué. Et oui, après, si on fait les choses bien en SaaS, on a quand même quelque chose d'assez propre et léger. Hein. Si on ne fait pas trop d'héritage, pas trop de extend, des choses comme ça. Enfin, moi personnellement, la façon dont j'utilise SaaS et les conventions de nommage, c'est que je fais aucun héritage, aucun extend, je fais juste un seul niveau de classe, point quelque chose, et c'est tout, pas plus loin. Et ça permet de garder les choses un peu isolées et propres, enfin, je trouve. Et ça, avec cette approche, on a rarement un bundle gigantesque. C'est raisonnable. Je ne sais pas si ça répond à la question. Okay. Bonsoir, merci. Et en termes d'expérience utilisateur, bon, il y a Style Component qui a vraiment le vent en poupe, et tu parlais de Glamorous. Et Style Component, justement, avec des trucs genre IntelliJ, je sais qu'il y a des plugins qui te permettent de faire de l'autocomplétion, de la coloration syntaxique. Est-ce que tu as la même chose pour Glamorous ou pas encore? Il n'y en a pas besoin, puisque c'est du JS. C'est ça l'avantage. Du coup, il faut se souvenir un peu du côté camel case des classes CSS. Oui, mais c'est toujours standard. Quand c'est en deux mots, c'est le deuxième mot qu'un camel case. Et il n'y a pas besoin, en fait, voilà, avec le problème de Style Component, c'est que c'est une string. Et donc, du coup, il faut. Il y a un plugin Babel, je crois, qui fait que ça. Qui peut parser cette string, ou je sais plus quoi. Enfin, bon, il y a des méthodes pour arranger un peu la sauce, quoi, pour pouvoir avoir de la coloration syntaxique, parce que de base, on n'en a pas, évidemment. Et oui, c'est loin d'être idéal, je dirais, comme approche, mais je ne sais pas comment ça se fait que ça a été si populaire, c'est comme ça, c'est la magie du viral aussi. Je pense que les éditeurs commencent aussi à ajouter le support natif de Style Components.
dans l'Atom, il y a sûrement un plugin qui gère ça bien. Je sais pas trop pour les autres, mais ouais. C'est bon? Une dernière question. T'as pas mentionné les variables CSS natives Ouais. et le CSS scopé des Web Components. Est-ce que tu penses que c'est pas encore d'actualité? Est-ce que ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra encore continuer à utiliser les méthodologies que tu as présentées malgré ces avancées? Alors les Web Components, j'avais de base un slide dessus et je me suis dit que j'allais le retirer parce que ça faisait un peu trop de choses à voir, mais en fait, je pense que c'est pas encore d'actualité dans les projets vraiment en production qui ont besoin de référencement entre autres, parce que de mon souvenir, en tout cas l'année dernière, même les gars de Polymère disaient que mon référencement ça allait pas être terrible sur la page si c'était écrit en Web Components. Après, peut-être que les moteurs de recherche maintenant arrivent mieux à parser les Web Components. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a aucune feature que les Web Components résolvent que React ne résout pas. Et donc, par conséquent, j'ai pas vraiment d'intérêt à préférer Web Components sur un projet. T'as pas l'air très d'accord. C'est pas, enfin, je comprends que tu préfères React. D'ailleurs, je pense pas, je pense pas que React est mutuellement exclusif avec des styles scopés. Mais juste, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'utiliser autre chose si tu as les styles scopés, les variables CSS? Les variables CSS, par exemple, si tu as déjà en place un préprocesseur comme ça, par exemple, si tu n'as pas, ouais, ça a un intérêt, je dirais, par exemple, si tu utilises Tachyon, où tu es vraiment en mode pur CSS en HTML, ça peut être intéressant de déclarer tes variables, puisque tu n'as aucun build en fait. Dans ce cas, ouais, je dirais, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool d'utiliser direct les variables CSS. Honnêtement, je ne me rappelle plus trop du support des variables CSS et des styles scopés. PyE, ouais. Bah, c'est toujours un peu ça la question aussi, hein. C'est le support navigateur et quel genre de client t'as, voilà. Bon, merci Jonathan. Merci. Okay.